Évoquons d'abord le report de la reprise des cours dans les classes d'examen qui était prévu ce matin, la nuit dernière, à 23h40 précises. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé via un communiqué de presse la décision du président de la République de remettre à une date ultérieure la dite reprise. Une mesure qui pose question tant sur la forme que dans le fond. Babacar Fall. D'abord, sur la forme, pour une décision présidentielle, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui en fait le communiqué et non les services du palais. Ensuite, sur le communiqué, Mamadou Talla a mis l'heure à laquelle il l'a signé, 23h30. Bizarre. Et c'était peut-être aussi pour prouver, et ça semble très superflu, prouver la bonne foi des autorités sur une décision prise in extremis, nuitamment à quelques tours d'horloge de la réouverture partielle des écoles qui était donc prévue aujourd'hui 2 juin. Venons-en maintenant au fond. Les cas d'enseignants contaminés au coronavirus à Ziguinchor donnent l'air d'être le scénario parfait pour le président de la République pour repousser une rentrée qui avait fini d'étaler ses improbabilités. Limites techniques avec des écoles pas prêtes, des enseignants pas encore arrivés sur leur lieu de service, des élèves qui n'ont pas rejoint la localité de leur école, sans oublier un dispositif sanitaire incomplet avec des thermoflash, gel hydroalcoolique et autres masques en quantité insuffisante, en plus d'une situation épidémiologique ascendante. C'est là d'ailleurs que se trouve peut-être la principale raison qui a poussé Macky Sall à maintenir la fermeture des classes. L'exemple de Dakar, la capitale qui abrite une bonne partie de la population scolaire, est plus que jamais l'épicentre de la Covid-19 au Sénégal. Enfin, le refus des écoles catholiques de rouvrir ce 2 juin a peut-être pesé de son poids sur la décision du chef de l'État. Et c'est la deuxième fois en l'espace de quelques jours que l'Église désapprouve les pouvoirs publics après son refus d'ouvrir à nouveau les portes de ces lieux de culte. Babacar Fall, nous décrypterons davantage la décision de report de la reprise des cours dans les classes d'examen. Ce sera dans notre rubrique Point de vue à la fin de cette édition. Et puis à noter la conférence de presse conjointe que vont donner respectivement le ministre de l'Éducation nationale et le ministre chargé de la formation professionnelle. Ce sera tout à l'heure à 12h30 à Diamniadio. Au chapitre des réactions au lendemain de cette mesure de report, le collectif des gouvernements scolaires du Sénégal salue la décision du président de la République de reporter la reprise des cours pour les classes d'examen. Les élèves notent qu'il y avait beaucoup de manquements pour cette reprise. Écoutons Youg Fally Diop, le président du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal, au micro de Soda Thiam. Comme on venait de l'entendre concernant la reprise du 2 juin qui a été reportée ultérieurement, nous avions comme tout élève des dilemmes sur cela parce qu'on posait des questions. Est-ce que Macky Sall va prendre une décision sur cela? On avait des pressentiments qu'il va fermer les écoles parce que les matériels n'étaient pas réunis, les élèves qui étaient hors de la région n'étaient pas venus et ça faisait un manquement total au niveau national parce que déjà à Matam, les parents d'élèves et toute la région de Matam avaient dit qu'ils ne vont pas assister aux cours. Et par rapport à Dakar, il y avait des écoles qui étaient prêtes pour le retour du 2 juin. Mais on avait des dilemmes sur est-ce que Macky Sall va fermer ou bien il va maintenir. On avait des dilemmes sur cela parce qu'on avait un plan d'action qu'on allait dérouler. Et Inch'Allah, le plan d'action sera communiqué d'ici peu. Les classes d'examen qui ne cachent pas leurs inquiétudes après le report de la reprise qui était prévue ce matin. Ils craignent une année blanche. Ces élèves demandent aux autorités de réagir le plus rapidement possible. Reportage Oumou Kalsoumli. Ils nous montrent chez chaussures accrochées sur le mur de leur maison, à côté des chaussettes de couleur noire. Ahmadou Bamba Diouf, élève en classe de terminale S2 au lycée Limodak de Dakar, avait bien entendu l'appel des autorités pour un retour en classe, mais la décision de reporter la réouverture freine son élan. C'est vraiment triste cette nouvelle. On a voulu regagner les salles de classe. C'est triste. On risque d'avoir une année blanche. Et ça peut avoir des conséquences très lourdes dans l'avenir, dans la vie, vraiment. Sarah Keita est aussi élève en classe de terminale au lycée de La Fosse. Elle précise que cette réouverture avortée risque de chambouler son programme de révision pour le baccalauréat. Ça devient de plus en plus compliqué pour les élèves de s'y mettre à réviser encore. Vu que là, on ne sait même pas
quelle sera la date qu'ils vont encore donner. Et même si on donne cette date, est-ce que cette date sera validée ou quoi? Donc du coup, ça pénalise un peu les élèves. Retrouver l'environnement scolaire, les salles de classe et les camarades, une ambiance qui s'éloigne de plus en plus. Une situation qui fait mal à Ahmadou Bamba Diouf, élève en classe de terminale au Limodac. Vraiment dommage aussi. On avait envie de retrouver les camarades malgré le coronavirus et ces mesures barrières, mais on attend de voir. L'inquiétude semble être la chose la mieux partagée pour les lycéens. Le spectre d'une année blanche plane encore, suffisant pour demander aux autorités de réagir vite pour sauver l'année scolaire. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. À 12h08, allons maintenant à Ziguinchor pour recueillir les réactions des enseignants. Des enseignants en service dans cette région déplorent la contamination de certains de leurs collègues. Ils soulignent que les conditions d'une reprise n'étaient pas réunies. Nous les écoutons dans ce Vox Pop réalisé par Lamine Ba. Psychologiquement, on s'y attend parce qu'on savait qu'il fallait s'y attendre parce qu'il y aura beaucoup de cas d'infectés et ça ne sera pas une surprise pour nous. Non seulement beaucoup de conditions n'étaient pas réunies, mais aussi le déplacement des enseignants ne s'est pas fait de la manière la plus adéquate. Donc nous retrouver aujourd'hui dans cette situation, c'était prévisible. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'à la longue, qu'on puisse mûrir cette idée, essayer de regrouper tous les éléments nécessaires afin qu'on puisse reprendre de la plus belle des manières. Vu la situation, donc des regroupements des enseignants au niveau de Dakar, donc on s'était dit que là, c'est des moyens de propagation de cette maladie. Donc aujourd'hui, ils nous ont donné raison par rapport à ça. Donc leur départ a été mal organisé, d'autant plus que l'État a failli à sa mission. L'État s'est préoccupé de ses bailleurs. Au lieu de penser de protéger les enseignants, lui, il se préoccupait de ses bailleurs. Donc, il avait voulu forcer l'ouverture des classes pour justifier les moyens au niveau des bailleurs là. Nous nous réjouissons de la décision des autorités parce que je pense que les syndicalistes et d'autres acteurs de l'éducation ont eu à déplorer cet retour parce que les conditions n'étant pas réunies pour vraiment que les enseignements puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison parce que personnellement, dans mon établissement, rien n'est enfin fini pour que les enseignements puissent reprendre. Et là, nous nous réjouissons de cette décision des autorités administratives. Restons dans la région où le président de Vision citoyenne en mouvement de la société civile de Ziguinchor dénonce une stigmatisation des enseignants de Ziguinchor à travers le communiqué du gouvernement sur le report de la reprise des cours. Madia Diop Sané est au micro de Lamine Ba. Nous sommes choqués, nous sommes surpris, nous sommes indignés par rapport à cette attitude de l'État du Sénégal. Nous pensons que l'État du Sénégal doit chercher les raisons du report du retour des classes ailleurs et non de vouloir prendre la région de Ziguinchor pour la vilipender à la face du monde entier. Dire que ce sont des enseignants qui ont été testés à Ziguinchor qui ont été la raison du report, c'est inadmissible et c'est choquant. Depuis le début de cette pandémie, vous savez que toutes les nations du monde n'ont pas voulu prendre de risques sur le retour de la rentrée des classes, du retour des classes. Mais malheureusement pour le Sénégal, comme nos autorités étatiques nous ont habitués à raconter des balivernes, ils ont voulu prendre la région de Ziguinchor comme la cause principale du report. Ça, c'est inadmissible. Depuis le début, quand l'État avait dit que le retour des classes est fixé au 2 juin, nous savons que jusque-là, il y avait des tâtonnements. Tout le monde ne semble pas ignorer que même les mesures d'hygiène qui ont été édictées, les kits qui ont été promis à l'ensemble des établissements publics comme privés n'ont pas été respectés d'ailleurs. Vous l'avez entendu dès le début de ce journal, la principale justification de la mesure de report, c'est la contamination de ces 10 enseignants au Covid-19 dans la région de Ziguinchor. Des enseignants qui avaient été convoyés en vue de la réouverture des classes d'examen. Justement, Ziguinchor qui attend la suite des tests à effectuer sur plusieurs centaines d'autres enseignants de la pause forcée, revenus de la pause forcée de ces 2 derniers mois. Pour parer à toute situation qui pourrait se présenter, les autorités administratives et sanitaires ont décidé d'aménager un centre de traitement extra-hospitalier pour la prise en charge des cas asymptomatiques. Quant aux 10 cas dépistés hier, ils seront pris en charge au CTE de Ziguinchor. Lamine Ba.
Dans le schéma de prise en charge des enseignants de retour, les autorités avaient au cours du CRD consacré à la reprise des cours décidé de tester tous les enseignants à leur arrivée dans la région. Mesure qui n'a pu être appliquée que sur 120 enseignants sur le millier qui étaient attendus dans la région de Ziguinchor. Plusieurs autres centaines d'enseignants non prélevés ont pu rejoindre leur lieu de service sans aucun contrôle sanitaire sur leur état de santé. Selon nos sources, les autorités auraient renoncé à poursuivre les prélèvements chez les enseignants du fait d'une pression des syndicats brandissant l'argument d'une stigmatisation dont la corporation est victime à travers l'application d'une telle mesure. Tout compte fait, le mal est déjà fait. À ce moment précis, on ignore exactement combien d'enseignants pourraient être porteurs du virus et qui ont rejoint leur poste. Les autorités réajustent le dispositif de riposte. C'est ainsi qu'elles ont décidé d'aménager à Bignona un centre de traitement extra-hospitalier pour la prise en charge des cas asymptomatiques. C'est pour éviter, selon une source administrative, d'envahir le centre de traitement déjà débordé par les cas de contamination communautaire que la région a connu. Pour ce premier lot d'enseignants testés positifs, les autorités ont prévu de les acheminer au centre de traitement afin de les prendre en charge. Ziguinchor compte à ce jour 35 malades de la Covid-19, dont 12 enseignants. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À 12h13, venons-en maintenant à la situation épidémiologique du jour. Ce lundi 2 juin, 3 mois, jour pour jour, depuis le premier cas déclaré. Les chiffres publiés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale par la voix de la directrice générale de la Santé, le docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye. Sur 1339 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,24%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 77 contacts suivis par nos services, 20 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Sacré-Cœur 1, Popenguine 1, Grand-Yoff 1, Rufisque 1, Rebeuss 1, Parcelles Assainies 2, Touba 1, HLM 1, Almadies 1, Ziguinchor 3 et Bignona 7. 96 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3836 cas ont été déclarés positifs, dont 1954 guéris, 43 décédés et donc 1838 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Vous avez dû rectifier de vous-même. Nous sommes le mardi 2 juin 2020 et non le lundi de juin. Le lundi de Pentecôte est passé par là. Les cas communautaires au Sénégal, l'équation continue de se compliquer avec Dakar qui enregistre la plupart des cas. La capitale foyer du virus, mais axe aussi de dissémination du coronavirus dans le pays. Vous nous en dites plus, Mohamed Ali Mouba. C'est un record de cas communautaires au Sénégal, mais un record qui s'explique par le nombre de cas enregistrés à Bignona et Ziguinchor, 10 en tout. Mais dans ces cas positifs, Dakar continue de se tailler la part du lion. Autre constat, l'éparpillement des cas ou leur éclatement. Presque toutes les zones de la capitale infestées. HLM, qui était jusque-là épargné, a été touché, tout comme Popenguine. Mais les autres ne font que confirmer. Parcelles, Cambérène, Grand-Yoff, Almadies ou encore Touba. Preuve que la maladie conforte ses assises au niveau communautaire. Mais on peut constater aussi que Dakar remplit une double vocation en termes de concentration des cas positifs et de dissémination du virus dans le pays à travers les activités professionnelles. Les 2 cas positifs enregistrés à Ziguinchor et Bignona ou encore à Matam le prouvent à suffisance. Soit ce sont des enseignants qui se déplacent à la faveur de la reprise des cours qui était prévue aujourd'hui, ou alors ce sont des agriculteurs ou des éleveurs qui se déplacent là aussi pour des activités professionnelles. D'où la grosse équation de la conciliation de l'activité professionnelle et de la santé des populations. L'épidémie de Covid-19 qui poursuit donc sa progression surtout dans la région de Dakar, mais aussi à partir de la capitale vers les régions, comme vous l'avez entendu dans ce papier de Mohamed Ali Mouba. Des cas enregistrés dernièrement dans les régions de l'intérieur peuvent être retracés jusqu'à Dakar. En effet, le dernier en date a été dépisté à Louga, précisément dans le district de Koki, ce qui porte le nombre total de cas enregistrés dans cette région à 39. Louga, Abraham Paul Pouy. Louga vient d'enregistrer son 39e cas positif au coronavirus. C'est le district de Koki qui est touché
Djé, département de Louga, le premier cas positif noté dans le district, un cas communautaire. La personne positive est un homme de 40 ans, revenu de Dakar le 28 mai passé. Il est interné au centre de traitement de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye. Le centre compte actuellement 2 patients. L'un fait partie des cas positifs de Linguère. La région est à 39 cas positifs au coronavirus, 36 personnes déclarées guéries, 2 sous traitement et 1 décès. Le compte par district donne: district de Louga, 31, dont 30 guéris et 1 décès. District de Koki, 1 sous traitement. District de Linguère, 6 cas positifs au coronavirus, dont 5 guéris et 1 sous traitement. District de Sakal, 1 cas positif déclaré guéri. Abraham Paul Pouy Louga, Radio Futur Média. Autre aspect de cette pandémie du Covid-19 au Sénégal, les habitants du village de Dias-Ngam renvoient le médecin-chef de Popenguine et les autorités locales de Dias venus récupérer 3 malades du coronavirus dans les localités. Ces habitants estiment que ces derniers ne sont pas infectés. Une descente musclée est prévue par les autorités pour récupérer les malades. Au même moment, Sindia enregistre son premier cas positif. Abdourahmane Diallo. 3 cas contacts de la commune de Dias ne veulent pas se rendre dans les structures sanitaires pour suivre leur traitement. Selon les habitants du village de Dias-Ngam, ces personnes ne sont pas malades. Il s'agit des contacts des 2 cas communautaires enregistrés dans la commune il y a 10 jours. Actuellement, les autorités sanitaires locales et administratives tiennent une rencontre pour trouver une solution. Une descente des forces de l'ordre n'est pas exclue pour permettre aux agents de santé de récupérer ces 3 malades. Au même moment, la commune de Sindia a enregistré son premier cas positif. Il s'agit d'une femme d'une trentaine d'années, gérante de restaurants dans la localité. Elle fait partie des personnes répertoriées. Elle est issue d'une transmission communautaire et répertoriée dans le district sanitaire de Popenguine. Actuellement, une seule personne est trouvée parmi ses contacts. Il s'agit de sa bonne. D'ailleurs, ce qui pousse les autorités administratives à inviter les populations qui ont fréquenté ces derniers jours le restaurant de la dame à se rendre dans les structures sanitaires pour un prélèvement, pour éviter la propagation du virus à Sindia et environ. Depuis le cas 0 enregistré le 12 mars dernier dans le département, Mbour a 28 cas positifs et 6 communes du département sont touchées par cette pandémie. Mais actuellement, il n'y a que 4 malades qui sont sous traitement. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. Et pour clore ce chapitre, nous apprenons de Kaolack qu'il y a eu un 2e cas dans la commune. Il s'agit d'un militaire qui sert au camp Semou Djimit, donc de Kaolack. RFM, la radio de toute l'actualité. Le reste de l'actualité avec la grève des transporteurs qui est largement suivie à Kaolack. Aucun véhicule de transport au niveau des gares routières de la région. La grève est largement suivie et les clients font recours aux motos Jakarta pour se déplacer entre départements. Reportage à la gare routière de Kaolack, Ibrahima Djamé. Une petite discussion avec un groupe de coxeurs pour faire l'état des lieux et la situation de la grève au niveau de la gare routière dénommée Garage Nioro de Kaolack. Ici, point de véhicule de transport en commun en partance d'une quelconque destination. Ce sont des motos Jakarta par contre qui clandestinement risquent les liaisons. Justement, Abdoulaye Ndiaye, un jeune d'une trentaine d'années, a appris la grève à ses dépens. Il est obligé de faire recours au Jakarta pour se rendre du côté de la frontière avec la Gambie. Je voudrais partir à Posker Aït, mais il n'y a pas de voiture ici parce que je viens tout juste de voir qu'il y a une grève ici. Mais ce sont les Jakarta même qui font les voyages. Je suis obligé moi aussi de les faire par étapes, quoi. Si je peux aller jusqu'à Nioro, après Nioro pour partir à Posker Aït. Mais ici à Kaolack, il n'y a pas de voiture qui partent à Posker Aït. Vraiment, c'est désolant, quoi. C'est compliqué. Oui. C'est comment le nom, rappelez-moi? C'est Abdoulaye Ndiaye. Oui. Merci, monsieur Ndiaye. Ok, merci beaucoup. Ainsi donc, à Kaolack, la grève est largement suivie par les transporteurs, aussi bien au niveau de la gare routière dénommée Garage Nioro qu'au niveau de celle dénommée Garage Dakar. Ibrahim Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. La grève des transporteurs est également bien suivie à Diourbel. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Dans l'actualité judiciaire,
Le procès de l'affaire du meurtre du taximan Ibrahima Samb a été renvoyé au 16 juin prochain. C'est pour la comparution des pompistes de la station-service où les faits se sont déroulés à titre de témoin. Le présumé meurtrier, Ousseynou Diop, est en prison depuis 2016. Il est accusé d'avoir tué par balle Ibrahima Samb à la suite d'une altercation survenue dans une station-service à Yoff. Le SYTJUST, le syndicat des travailleurs de la justice, dénonce l'attitude du ministre de la Justice. Celui-ci tarde à mettre en œuvre les accords signés avec l'État portant sur leur plan de carrière selon ces travailleurs. Le chargé des revendications du SYTJUST, Maître Ahmed Touré, est joint par El Hadj Ndiogoudjen. Depuis son arrivée, donc, tous les dossiers sur lesquels nous avions fait des pas extrêmement importants sont restés en l'état. La question statutaire est restée en l'état, les formations n'ont pas encore démarré, le régime indemnitaire est resté en l'état. Malheureusement, c'est une attitude que nous dénonçons et n'eût été cette pandémie qui préoccupe toute l'humanité, peut-être que le secteur de la justice aurait renoué avec les perturbations. C'est pourquoi nous tenons à appeler M. le garde des Sceaux à prendre ses responsabilités pour que cette volonté politique exprimée par le chef de l'État, réitérée lors du Conseil des ministres d'il y a plus de 2 mois, que cette volonté devienne réalité. En réalité, aujourd'hui, la balle est dans le camp du ministre qui, malheureusement, depuis son arrivée, vraiment ne s'occupe pas véritablement de la bonne marche de l'institution judiciaire. Nous avions des réformes qui portaient sur les réformes statutaires. Vous savez, les travailleurs de la justice n'avaient pas de perspective de carrière. Le président de la République l'a compris et a accepté ce plan de carrière que nous avions proposé au détour de ces réformes statutaires. Les décrets sont signés depuis 1 an et demi et jusqu'à présent, aucune exécution n'a été effectuée. Sur le plan également de l'amélioration du traitement, il y a eu des accords. Et depuis presque 2 ans, la matérialisation tarde à être effective. Et tout cela relève de la responsabilité exclusive du garde des Sceaux. Parce que le président de la République nous a reçus, il a réitéré sa volonté politique dans un communiqué du Conseil des ministres. Et malheureusement, notre ministre de tutelle ne joue pas le jeu. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Anna Rocha. Rebonjour à tous. D'abord, la situation de la Guinée-Bissau face à l'épidémie du nouveau coronavirus. 1339 cas déclarés à ce jour, 53 guérisons et 8 décès. Et à l'image de nombreux autres pays, la situation économique et sociale est délétère. Pour aider les autorités bissau-guinéennes à soutenir les populations fragilisées par cette crise sanitaire, le Sénégal a remis des tonnes de vivres aux autorités locales de Bafata. Les précisions de Noah Mankali à Bissau. S'exprimant à la cérémonie de réception de ce don dans la région de Bafata à l'est de la Guinée-Bissau, le ministre bissau-guinéen de l'Agriculture et du Développement rural Abel Da Silva a salué la coopération dans le secteur de l'agriculture entre les deux États. Cette attitude du Sénégal pour aider la République sœur de Guinée-Bissau, au nom de mon pays, la Guinée, je voudrais manifester ma profonde satisfaction pour cette grande marque de solidarité. Nous saluons surtout le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Son acte de solidarité sera à jamais dans nos mémoires. Il a bien compris qu'entre les peuples voisins, amis et frères, on doit se soutenir mutuellement pour développer nos États et dans nos intérêts mutuels. Pour sa part, l'ambassadeur du Sénégal en Guinée-Bissau, Ngor Ndiaye, en représentation du gouvernement sénégalais, a décrit la signification de la coopération entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Je suis ici au nom du président de la République du Sénégal, au nom du ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Baldé. Je suis porteur d'une contribution symbolique du Sénégal pour le gouvernement de la Guinée-Bissau pour le renforcer dans sa politique agricole. Vous savez, c'est très très important pour l'Afrique que des pays comme les nôtres s'entraident. Si nous voulons nous développer d'ailleurs, nous devons consommer ce que nous produisons. La pandémie du coronavirus a montré que l'on doit avoir une autosuffisance alimentaire et c'est dans ce cadre que le Sénégal a décidé de venir en appui à la Guinée-Bissau. On rappelle que le don est composé de riz, d'arachide, de niébé et de fertilisants. Nouamankeli-Bissau. RFM. En pleine pandémie de Covid-19, la République démocratique du Congo déclare, elle, une nouvelle épidémie d'Ebola dans la ville de Mbandaka, dans l'ouest du pays. La RDC fait aussi face à la pire épidémie de rougeole au monde. Pourtant, le ministre congolais de la Santé rassure. Eteni Longondo, au micro de nos confrères de BBC Afrique. En plus
de la pandémie de la Covid-19 et de l'épidémie d'Ebola à l'est du pays, notre pays est encore appelé à faire face à une autre épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Celle-ci est la 11e épidémie dans notre pays. La survenue de cette dernière épidémie ne devait pas ébranler nos populations car, tirant des leçons des épidémies passées, notre pays dispose des expériences en gestion des urgences sanitaires de portée internationale et de ressources humaines qualifiées. Ainsi, nous vous exhortons à ne pas céder à la panique, car le ministère de la Santé vient de prendre toutes les dispositions utiles pour riposter efficacement à cette 11e épidémie à la maladie à virus Ebola. Cette nouvelle épidémie du virus Ebola a déjà fait 4 morts dans la province de l'Équateur. La tension est toujours vive aux États-Unis, plus d'une semaine après la mort de George Floyd lors d'une interpellation à Minneapolis. L'autopsie officielle conclut à un décès par homicide. Après plusieurs jours de violence, le président Trump menace de faire appel à l'armée. Nafissa Toussila. C'est sur un ton belliqueux que Donald Trump a promis de faire régner l'ordre après la série de manifestations tenues un peu partout aux États-Unis. Il menace de déployer l'armée américaine si les villes et les États ne faisaient rien pour faire cesser les violences. Trump parle même de milliers de soldats lourdement armés et de policiers à Washington pour mettre un terme aux émeutes et pillages. Le président américain estime que les troubles de la veille étaient une honte. Une mise en garde est aussi adressée au gouverneur. Donald Trump les invite à agir vite et fort pour dominer les rues et briser la spirale des violences. Donald Trump n'a pas manqué de qualifier ces actes de violence de terrorisme intérieur. Et les funérailles de George Floyd sont prévues le 9 juin prochain à Houston, annonce faite par l'un des avocats de la famille. 2 autres cérémonies sont prévues jeudi à Minneapolis et puis le samedi en Caroline du Nord, sa ville natale. Voilà, c'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci Anna Rocha. Accueillons maintenant Binta Diallo pour Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 dans le monde. 188 pays touchés par le virus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie Covid-19, le coronavirus qui a entraîné l'infection de plus de 6 millions de personnes dans le globe et entraîné la mort de près de 400 000. C'est ce qui ressort des dernières statistiques de l'université Johns Hopkins. La bonne nouvelle est que selon les chiffres, plus de 2 millions ont pu guérir de ce virus parti de Wuhan en Chine. Les États-Unis en sont les plus impactés, plus de 100 000 décès. Le Brésil arrive juste derrière avec près de 30 000 morts. Le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et la France ont également payé un lourd tribut à cause du Covid-19. Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le pays de Marianne est le 7e au monde le plus touché en termes de cas et le 5e en matière de morbidité derrière l'oncle Sam, le Royaume-Uni, le Brésil et l'Italie. Tout à l'heure, le Premier ministre français a tweeté pour annoncer qu'il ait mis fin à l'interdiction de déplacement de plus de 100 km de chez soi, ce qui ne veut pas non plus dire, selon Édouard Philippe, relâchement. L'aéroport d'Orly va rouvrir ses portes le 26 juin prochain. Une autre information émanant celle-ci de la Maison-Blanche, les États-Unis ont envoyé 2 millions de doses d'hydroxychloroquine au Brésil, le pays de Bolsonaro qui entame son déconfinement en fonction des États ou des villes. L'Espagne prolonge pour la dernière fois son état d'alerte jusqu'au 21 juin prochain. De nouveaux cas de Covid-19 détectés à Wuhan portant à plus de 80 000 le nombre total de contaminations dans le pays. Bilan en nette baisse en Allemagne, tout le contraire en Russie. La situation s'aggrave par contre au Pérou. Le déconfinement se poursuit au Portugal. Au Chili, l'épidémie s'accélère. La Suède dépasse la barre des 4000 morts. Le Japon a enregistré ce mardi plus de 17 000 cas de Covid-19. La pandémie frappe lourdement l'Inde, amenant du coup New Delhi à prolonger le confinement jusqu'au 17 mai. Tout comme le Maroc qui se confine jusqu'au 10 juin, l'Algérie jusqu'au 13. Le virus se développe également en Afrique de façon modérée. La nation arc-en-ciel a déploré aujourd'hui près de 800 morts.
Les pays les plus touchés après l'Afrique du Sud sont l'Égypte avec près de 25 000 cas, le Nigeria où le nombre de cas confirmés a grimpé et a dépassé plus de 10 000 cas. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal se distingue également avec ses près de 4 000 cas de Covid-19, 43 morts et l'ensemble de ces 14 régions infectées entre cas contacts, cas communautaires et cas importés, amenant du coup les autorités à reporter l'ouverture de l'école pour les élèves en classe d'examen à une date pas encore connue. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 2 juin 2020, commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour, la réouverture des classes reportées, prévue officiellement ce 2 juin 2020, la rentrée n'aura pas finalement lieu, pas en tout cas aujourd'hui, elle est reportée à une date ultérieure par le président de la République, annonce les journaux dans leur livraison du jour et chaque confrère y va évidemment de sa lecture. Après le cafouillage de départ, Macky rate sa rentrée, signale en manchette Sud Quotidien. La volte-face de Macky Sall, c'est pour mon enquête, la rentrée des classes reportées s'inédiée, soupire le Témoin, l'État annule tout, bûcheron le journal LAS, un 43e décès et 2 enseignants testés positifs au coronavirus referment les écoles. Macky Sall et Mamadou Talla détalent, moque le journal sur ça. Fiasco programmé narre l'Observateur. La hantise du Covid-19 embrouille la rentrée, ce qui envoie grand place. Vox Populi constate, après avoir refusé de voir la réalité en face depuis des jours, l'État trouve comme échappatoire les cas de 10 enseignants testés positifs à Ziguinchor. Avant même l'annonce du ministre de l'Éducation nationale, écrit le journal, l'enseignement privé catholique avait décidé de reporter la rentrée au 4 juin. À sa page 3, l'Observateur planche sur ce qu'il appelle la réouverture des classes à l'état de tâtonnement. Pourtant, rien n'était prêt. Dans la grande banlieue dakaroise, c'était toujours la grande inquiétude des parents. À Diourbel, un dispositif sanitaire inexistant. À Louga, constat d'un logement d'enseignants vandalisé. À Thiès, on était toujours à l'épreuve de la psychose. Thiès était une zone rouge presque comme Dakar avec des écoles sans eau. Pour tout cela, les connaisseurs savaient que le gouvernement finirait par se rendre à l'évidence. Dans le même journal, Dambodj du QCM Authentique exige le départ de Mamadou Talla, son ministre de tutelle. Mais son camarade et compère du CIELS Authentique Abdou Fati tempère, il n'y a pas de honte à reculer pour mieux se préparer, soutient-il. Le journal Le Soleil lit le recul du chef de l'État à la découverte de cas positifs dans les rangs des enseignants à Ziguinchor, 10 en tout. Le coronavirus justement au Sénégal avec Dakar devenu la capitale du virus. 2785 cas recensés, informe le journal Libération. 43e décès constaté hier. Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le sort de Dakar n'est plus une affaire médicale. Il faut l'engagement de toute la communauté. Quid des autres régions relatives à Calmi, mais un bastion est tombé hier. Matam, la région enregistre son premier cas. Désormais, toutes les régions du Sénégal ont été servies, touchées par le virus, constate le Témoin. 3 mois de Covid-19 au Sénégal, le virus se propage, l'État s'affaiblit, les populations se relâchent. Karim Wade en profite pour se signaler. Selon le quotidien, Wade Fils a envoyé 5000 kits de tests rapides au gouvernement du Sénégal. Effort de guerre à la lutte contre le coronavirus, croit savoir Vox Populi. Le Covid-19 toujours, les corona scandales avec des deals. Le journal Le Quotidien constate que dans le marché des vivres, il y a à boire et à manger. Mansour Faye accuse les transporteurs pour les retards des vivres, la pandémie et la situation économique. Dossier d'enquête ce matin sur ce que le confrère appelle un calvaire sans fin. Et puis à la une du journal Stade Quotidien, Liverpool repart à l'attaque pour pêcher le colosse sénégalais Kalidou Koulibaly. 40 milliards de francs CFA sur la table, plus Origi pour enrôler Koulibaly. Le journal constate que Klopp est très déterminé pour avoir le défenseur sénégalais. Le journal constate que Klopp est très déterminé à avoir le défenseur sénégalais. Il le voit comme le partenaire de rêve de Van Dijk. Mais le journal Record note que pour Naples, c'est 65 milliards de francs CFA sur la table ou rien. Dans le journal Sunu Lamb, Yekini, Tyson Babouy, Tafa Gueye, la reine pleure ses prestigieux champions retraités. Yekini, retraite anticipée de mythe. Tyson, le révolutionnaire des cachets. Babouy, l'ouragan qui disparaît avec son filine. Tafa Gueye, déplaisante fin de carrière dans Boytown, à lire dans Sunu Lamb qui a fait un dossier pour vous. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.
À 12h36, bientôt 37, bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, nous revenons sur le report de la reprise des cours dans les classes d'examen. Quelle lecture en faire sur la forme et dans le fond? Et pour parler de ce sujet, nous sommes en ligne et en direct avec M. Souleymane Diallo, secrétaire général du CELS. M. Diallo, bonjour. Bonjour. Alors, le CELS, c'est le syndicat des enseignants libres du Sénégal. Nous sommes également en ligne et en direct avec l'honorable député Bounama Sall, président de la commission éducation, jeunesse, sport et loisirs à l'Assemblée nationale. Monsieur Sall, bonjour. Bonjour, Souleymane. Alors, honorable député, avec votre permission, je vais commencer avec Souleymane Diallo, secrétaire général du CELS, puisqu'il est question d'éducation et de report de la reprise des cours dans les classes d'examen. Monsieur Sall, sur le large spectre des réactions que nous avons entendues des acteurs de l'éducation, où se situe le CELS? Quelle est votre appréciation de la décision, de la mesure de report de la reprise des cours dans les classes d'examen aujourd'hui, la nuit dernière? Voilà, je vous remercie et mes salutations aux auditeurs. D'abord dire qu'au niveau du CELS, nous avons pris acte de cette décision du gouvernement. C'est le gouvernement qui avait décidé de faire reprendre les enseignements apprentissages de 2 juin et celui également qui a décidé du report. Nous prenons acte, mais tout en également affirmant de façon très claire et précise que s'il y a eu ce report, c'est quelque part, il y a eu une mauvaise organisation, une mauvaise préparation de cette reprise. Nous n'avons certainement pas de la volonté politique, mais quelque part, il y a eu beaucoup de manquements, beaucoup de pilotage à vue, dans la mesure où, déjà pour le matériel qui devait être mis en place, beaucoup d'établissements n'avaient pas assez de matériel pour respecter le protocole sanitaire. Ça également, c'était un manquement. Parce que notre point de vue, même s'il n'y avait pas eu ces cas de contamination des enseignants, beaucoup aujourd'hui doutaient de la capacité du gouvernement à faire reprendre ou à faire respecter le protocole sanitaire. Alors, vous parlez de gouvernement. Essayons de situer les responsabilités. D'après vous, où se situent les responsabilités? Parce que hier, jusqu'à 20h, on était dans la logique de la reprise, même dans l'entendement du ministre qui était en direct entre 19h et 20h sur la RFM et qui était dans cette logique de réouverture. Et c'est le président de la République, cela ne vous a pas échappé, même si le communiqué provient du ministère de l'Éducation, c'est le président de la République qui aurait pris la décision justement d'annuler la reprise, enfin de reporter cette reprise. Qui est responsable de quoi, d'après vous? Ce sont tous les ministères impliqués dans la reprise des enseignements apprentissages les 2. D'abord le ministère de l'Éducation nationale, qui a sous-estimé de notre point de vue la tâche, qui était énorme. Donc, de faire reprendre ces enseignements dans un contexte de pandémie aussi développé, dans la mise à disposition de tout ce matériel, dans le retour de milliers d'enseignants à leurs postes respectifs. Et tout le monde a suivi donc la désorganisation de ce retour des enseignants, d'abord au niveau du terminus, mais également l'incapacité du gouvernement aujourd'hui en tout cas à ramener l'ensemble des enseignants avant le 2. L'autre également responsable, c'est le ministère des Transports terrestres, en relation avec Dakar Demdik, qui n'ont pas fait respecter également les mesures de distanciation sociale et qui nous vaut aujourd'hui donc cette contamination. Nous en reparlerons tout à l'heure. Je voudrais introduire l'honorable député Bounama Sall, président de la commission éducation, jeunesse, sport et loisirs à l'Assemblée nationale. Justement, comment, du point de vue de l'Assemblée nationale, vous observez tous ces événements? Est-ce que l'Assemblée nationale a un rôle dans le processus? Quel travail faites-vous du point de vue justement du suivi et de l'appui que vous pourriez apporter éventuellement à ce processus? D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, quel est le rôle de l'Assemblée nationale? Mais comme vous le savez, l'Assemblée nationale, depuis le début de cette pandémie, a travaillé à donner à l'exécutif tous les moyens politiques lui permettant de prendre les meilleures décisions à temps.
Et au-delà de ça aussi, nous avons une autre responsabilité d'évaluation des politiques publiques. Et sur ce, comme vous l'avez constaté, cette pandémie-là ne touche pas seulement le secteur de l'éducation. Il y a bien des secteurs qui ont été impactés. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a une grande responsabilité dans ça, mais il ne faudrait pas aussi oublier le principe de la séparation des pouvoirs où l'exécutif a la responsabilité de dérouler la vision du président de la République. Mais sur ce cas d'espèce relatif au report de la reprise des enseignements et apprentissages, il faut noter que nous l'avons su comme beaucoup de Sénégalais, parce que je dois préciser que la commission éducation, jeunesse et sport de l'Assemblée nationale n'a pas été associée ou consultée dans ce processus-là. Est-ce que vous deviez être associé justement? C'est ça la question de fond. Est-ce que la procédure normale a été respectée? Je rappelle que quand vous parlez de moyens politiques d'action, c'est la loi d'habilitation qui permet au chef de l'État, dans certains domaines, notamment sanitaires, sécuritaires, budgétaires et économiques, de prendre des décisions sans en référer à l'Assemblée nationale, sauf dans la loi de ratification qui est votée 3 mois après la prise de l'ordonnance, le cas échéant. Moi, je pense que l'esprit qui doit nous motiver aujourd'hui face à cette situation, c'est d'avoir à l'esprit que, comme l'a si bien fait le président de la République tout au début de cette crise, à associer tout le monde, à s'inscrire dans une dynamique inclusive, recueillant les avis des uns et des autres et terminer par prendre la meilleure décision. Et que, comme je l'ai si bien dit, le ministère de l'Éducation est libre de dérouler comme bon lui semble cette volonté. Mais il est aujourd'hui, en tout cas à la mode, que dans la gestion de des crises de cette envergure-là, que tout Sénégalais qui pourrait apporter une contribution ou éclairer une vision ou améliorer la politique ou encore moins les aider à éviter quelques blocages devraient être associés. Mais pour autant aussi, il ne faudrait pas, à mon sens, aujourd'hui, se limiter tout simplement à se renvoyer la balle pour voir qui a tort ou qui a raison. Parce que tout cela, je pense qu'on n'est pas à l'étape d'évaluation ou de situer les responsabilités. Ce dont il s'agit, à mon sens, aujourd'hui, c'est d'être ensemble, dans une dynamique unitaire, travailler pour régler cette situation. Maintenant, c'est après que nous aurons à évaluer cela et à situer les responsabilités. Et c'est pourquoi moi je pense que cette décision aussi n'est pas mal en soi si elle est mise par une volonté de reculer pour mieux sauter. Très bien, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Je voudrais poser une question à Souleymane Diallo qui a évoqué tout à l'heure les problèmes d'organisation, de coordination, et il avait embrayé sur le motif pour lequel, en tout cas officiellement, cette reprise a été reportée, c'est-à-dire la contamination d'une dizaine d'enseignants dans la région de Ziguinchor. Et la crainte, c'est que beaucoup plus d'enseignants soient contaminés et disséminent le virus dans les zones d'affectation, mais surtout qu'il y ait cette stigmatisation qui a déjà commencé et qui s'est traduite par des rejets, pour ne pas dire des violences à l'encontre des enseignants. Quelles sont les mesures que vous recommandez, Souleymane Diallo, pour faire face à cette situation? Est-ce que, précisément, il faut ramener les enseignants déjà convoyés à leur lieu de résidence en attendant que la situation s'éclaircisse davantage? Oui, je vous remercie, mais je pense qu'également, avant de répondre à cette question, il est aussi nécessaire dans le contexte actuel de situer les responsabilités pour savoir qui doit faire quoi. Parce qu'en fait, pour nous, l'unique et seul responsable, c'est le gouvernement du Sénégal qui a très mal managé cette reprise. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, il est également de la responsabilité du gouvernement de protéger et de sécuriser les enseignants. Vous l'avez si bien dit. Déjà, nous avons condamné
donc le communiqué laconique et stigmatisant du ministre de l'Éducation nationale qui ramène le report donc exclusivement à la question de la contamination de quelques enseignants. Alors qu'au-delà de la contamination des enseignants, il y a aussi l'impréparation du gouvernement. Aujourd'hui, donc, ce qui est fait, par cette mauvaise préparation, des enseignants sont déjà contaminés, certains sont déjà contaminés, ils sont envoyés dans des localités, pour certains, dans des zones très reculées, ils ne sont pas bien acceptés par les populations, à la limite, leur sécurité est même en cause aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons que le gouvernement a l'obligation d'assurer la protection à la fois morale, physique et sanitaire donc des enseignants. Alors, maintenant, oui. Voilà, et maintenant nous disons que maintenant par rapport à un retour éventuel, ça également cela doit être organisé. Justement, c'est l'objet de ma question. Est-ce que vous seriez dans la perspective ou dans la logique d'une année invalidée ou blanche, s'il le fallait? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à partir de maintenant? Est-ce que vous avez une idée de la prochaine date de reprise? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est seulement faisable, simplement? Nous disons que c'est au gouvernement d'abord de tirer donc toutes les conséquences, parce que certainement il a des éléments que nous ne maîtrisons pas en termes de faisabilité technique ou même en termes donc de propagation donc de cette pandémie-là. Mais nous, notre position a tous été claire. Nous étions pour la reprise des enseignements apprentissages. Les enseignants se sont sacrifiés au péril même de leur santé pour rejoindre leur poste. Mais également, nous avons toujours dit que oui à la reprise, mais priorité à la santé des élèves et des enseignants. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous rattrape. Aujourd'hui, il est surtout question de la santé des élèves, des enseignants et de la communauté sénégalaise. Et à ce niveau-là, donc nous disons que si de reprise il doit y avoir, la condition, c'est d'abord la maîtrise de la pandémie. Et à ce niveau-là, nous disons que le ministère de la Santé également a une forte responsabilité. Il ne doit pas accompagner les yeux fermés le ministère de l'Éducation nationale, donc qui voulait coûte que coûte faire reprendre les enseignements apprentissages, mais il faut d'abord maîtriser la pandémie avant de penser à une éventuelle reprise des cours. Maintenant, c'est au gouvernement de voir, pour l'enseignement supérieur, je pense qu'il a été déjà proposé la reprise des enseignements en présentiel à partir du mois de septembre. Maintenant, c'est au gouvernement de voir si d'ici septembre, la pandémie est maîtrisée. On pourra voir ce qui peut être sauvé. Mais si la pandémie n'est pas maîtrisée, je pense qu'il serait hasardeux, en tout cas à la va-vite comme ça, de fixer une nouvelle date avec aucune disposition n'est encore prise par le gouvernement pour sécuriser les enseignants, sécuriser les enfants, sécuriser également la sécurité. Merci Souleymane Diallo. 30 secondes malheureusement pour vous, Bounama Sall, président de la commission éducation à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on doit élargir le débat au-delà du gouvernement, parce que Souleymane Diallo le disait tout à l'heure, la responsabilité pèse sur le gouvernement, même si vous n'êtes pas d'accord avec justement le pointage de doigts comme ça, le pointage des responsabilités, mais au-delà de cela, est-ce qu'on devrait élargir le débat, en faire un débat national et voir toutes les parties prenantes au-delà du gouvernement et des acteurs de l'éducation pour prendre une décision sur l'année scolaire de 2019-2020? Oui, je pense l'avoir précisé dans ma première intervention, c'est-à-dire s'inscrire dans la logique du président de la République, qui avait dans une démarche inclusive et participative. Mais il ne faudrait pas aussi oublier que nous sommes dans une république et que ceux-là qui sont censés, qui ont la responsabilité de prendre ces décisions sont connus de tous. Et qu'il faudrait aussi respecter ce qu'on appelle le respect de la spécialité. Ceux-là qui ont pris cette décision n'est mis que par une volonté de bien faire. Et que si vous vous rappelez bien, le ministre de l'Éducation avait de par le passé dit au nom de l'équité que la décision qui serait prise serait une décision qui toucherait à tout Sénégalais, partout où il se trouve. Et que, comme vous le savez, les informations qu'ils ont peut-être et qui ont conduit à la prise de cette décision sont des informations à la limite plus fines que les informations générales qu'on donne. Exactement. Très bien. Malheureusement, je dois rendre l'antenne. Il est 12h51 déjà. Je suis désolé de ne pouvoir vous laisser plus de temps pour développer, mais on vous retrouvera tous les deux dans notre édition en Wolof. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue
à 12h52 minutes. C'est la fin de ce 51 minutes, pardon. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir écouté.